Allô, Julie. Salut Isabelle. Ça va bien? Ça va bien, toi? Oui, hey, merci tellement d'avoir fait la route et d'être venue à mon podcast. Je suis contente d'être là. Puis pour vrai, moi, je vais être maman, là. Puis je trouvais que, tu sais, quand j'ai parlé avec Sarah dans un autre podcast, Sarah Amel, elle m'a parlé de toi après ça. J'étais comme, OK, ben, faut que tu viennes sur mon podcast. Fait que là, pour les gens qui te connaissent pas du tout, là, peux-tu te présenter un peu? Oui, ben, je m'appelle Julie Parent, Julie orthophoniste sur Instagram. Je suis beaucoup active sur cette plateforme-là pour aider les parents à accompagner leur enfant, surtout dans le développement du langage pendant la petite enfance. OK. Donc, c'est ça mon gros cheval de bataille parce que c'est quand même un sujet qui est encore méconnu puis complexe pour la population en général. Alors, je fais beaucoup de vulgarisation scientifique puis je donne énormément de stratégies aux parents pour justement aider leur enfant à mieux communiquer. OK. Mais je pense que c'est un sujet qui est comme, tu sais, c'est un autre sujet tabou un peu, là, comme, en fait, tout ce qui est développement de l'enfant. Oui. C'est tabou parce que là, si ton enfant n'est pas assez développé au niveau de son langage, là, s'il n'est pas assez développé au niveau de sa motricité, s'il n'est pas développé, tout ça crée beaucoup de challenges. Puis là, les parents ne le mettront pas sur les réseaux sociaux, ils vont être gênés, ils ne diront pas que leurs enfants ont, selon eux, un retard de langage, puis tout ça. Fait que c'est le fun que tu l'aies, toi, vulgarisé pour que les gens comme aient une safe place pour aller comme avoir de l'information, finalement, là. Oui, puis pour dire ce qui est normal, ce qui est attendu, de quelle façon ça se produit, ça se développe pendant les premières années de vie, tu sais, pas juste à 4, 5, 6 ans. Puis, tu sais, c'est intéressant que tu amènes ce point-là parce qu'effectivement, tu sais, tout l'enjeu de la comparaison est très, très présent sur les réseaux sociaux. Exact. Puis, j'ai souvent aussi... Tu sais, parce que souvent, l'orthophonie, c'est une profession médicale, une profession de la santé, puis on va traiter quand il y a un problème. Pas de prévention. Mais moi, je suis beaucoup, c'est ça, en amont, en prévention. Puis c'est une portion aussi qui a longtemps été la partie pauvre de l'intervention, tu sais. Puis il n'y a pas beaucoup de services, justement, avant la première ligne. Mettons, quand ton enfant a des difficultés, puis là, tu vas consulter il y a 3, 4 ans. Mais tu sais, il y a tellement de choses qu'on peut faire avant ça. Fait que moi, c'est pour ça que malgré, tu sais, tout cet aura possible-là de pression puis d'anxiété de performance, que je continue d'accompagner les parents là-dedans, justement, pour enlever les barrières, tu sais, pour pas qu'ils aient peur, justement, que ça les mette dans un climat de performance. Au contraire, qu'ils sachent quelle posture à adopter pour accompagner leur enfant. Puis justement, ça, c'est quoi, mettons, tes accompagnements que tu fais? Comment ça fonctionne, ça, mettons? Puis à quel moment, tu te dis, il faut faire de la prévention, mais comme, est-ce que dès que j'ai un enfant, je devrais déjà avoir des bases, des trucs, des choses à noter, à regarder chez mon enfant? Comme, on dirait que là, si je me mets en position de futur parent, à partir de, que je vais te poser une première question, à partir de quel âge que je dois m'intéresser à ton contenu pour que mon enfant ait un développement de langage qui soit optimal, puis j'avais pas besoin de faire de correction après ça en ayant consulté, puis là, ben, justement, que la prévention ce soit poubelle parce que je n'ai pas fait. Mais tu sais, il y a plusieurs questions là-dedans, mais quand tu as un bébé, ce que tu fais avec ton bébé, c'est quoi? Tu vas interagir. Ben oui, je vais lui parler. Je parle dans mon ventre en ce moment. Bébé, mais c'est ça. Tu sais, puis toute l'interaction, le non-verbal, le contact visuel, les expressions faciales, c'est toutes des choses qu'on utilise de façon complètement spontanée, naturelle, puis qui sont payantes pour le développement du langage. C'est sûr que pendant les 3, 4 premiers mois, ben là, on se mettra pas à avoir une grille d'évaluation de notre enfant, puis même, tu sais, les mois suivants, c'est pas ça. L'idée, c'est de voir de quelle façon, justement, on entre en relation avec notre enfant, de quelle façon il nous répond, qu'il réagit. Puis, tu sais, c'est vers 6 mois, les 6 premiers mois de vie, c'est quand même mollo, là. Mais à un moment donné, on va avoir un contact visuel, le bébé va répondre à l'appel de son prénom. Tu sais, quand tu vas dire, t'as-tu choisi ton nom, tu le diras pas là. Oubliez ça, la gang. Mais non. Mais je vais, en fait, c'est que si je change d'idée, je veux pas le dire là, puis là, changer d'idée. Ça se peut qu'on change d'idée? Ben oui, c'est ça. Jamais. C'est ça, il fait pas bien, genre. Ouais, c'est ça. Mais mettons qu'on va lui donner un nom hypothétique. Mon chum s'appelle Olivier, fait qu'on va l'appeler Olivier. Mon enfant hypothétique. Mais mettons, quand tu vas dire Olivier, au début, il associera pas ce mot-là à son nom ou à ce qu'il désigne, lui, comme être humain. Mais éventuellement, il va créer l'association, il va comprendre, puis hop, il va tourner sa tête quand vous allez dire son nom. Puis, tu sais, ça, autour de 6 mois, c'est quelque chose qu'on voit habituellement. Après, tu sais, tout ce qui est sourire, tu sais, dans les 2 premiers mois de vie, fait que ça, c'est de la communication. Le rire aussi, qui apparaît habituellement autour de 4 mois, des fois avant, des fois un petit peu après. Fait que, tu sais, ça, c'est tous des indicateurs développementaux dont je parle quand même souvent sur Instagram aussi pour donner des repères, tu sais, une fois de temps en temps, dire « Ah, OK, on en est où dans le langage? » mais qui se stimule, entre guillemets, de façon très naturelle. OK. Puis, justement, là, je stimule mon enfant d'une façon naturelle. Puis je constate justement que comme il n'y a pas les interactions
normal selon l'âge. Ouais. Ça serait quoi les interventions que je devrais... Fait que là, on revient comme à la question de l'accompagnement. Oui, c'est ça. Ben, dès les premiers mois de vie, tu sais, si tu te rends compte que ton enfant, il se retourne pas à l'appel de son nom, qu'il a pas l'air à entendre ou à comprendre, ou que le contact avec lui, c'est difficile pendant la première année, tu sais, parce que, comme je dis, il y a plein de choses qui se développent. Le bébé va gazouiller aussi, va babiller. Ben là, nous, on peut vous aider. Tu sais, les parents qui vivaient ces situations-là, tu sais, nous, on va voir des parents d'enfants qui se situent entre 6 mois et 4 ans, à peu près, là. Mais la zone où c'est la plus efficace, c'est entre 12 et 30 mois, à peu près, là, parce que c'est là où il y a plus d'émergence, justement, puis où l'intervention parentale, on a un grand gain, parce que nous, nos rencontres, c'est avec les parents. Mm-hmm. Fait que, tu sais, on va évaluer l'enfant sur la base de vidéos d'interaction, puis on va dire, OK, selon le stade développemental de votre enfant, selon ses intérêts, selon son tempérament, votre style aussi, parce que c'est de ça dont il est question, c'est le style parental, le style de communicateur, puis le style d'apprentissage du parent aussi. Bien là, on va former le parent à interagir de façon optimale avec son enfant, finalement. Puis après, il y a plein de tests qu'on peut faire. Tu sais, si on se questionne par rapport à l'audition, bien là, on peut référer en audiologie pour s'assurer que l'enfant a tout ce qu'il faut au plan anatomique puis physiologique pour entendre ce qui se passe autour de lui. OK. Puis qu'est-ce qui peut nuire au développement du langage d'un enfant? Il y a plein de choses qui peuvent nuire, mais tu sais, la première chose qui me vient en tête, c'est les écrans, ça, c'est sûr. Ah ouais? Ouais. Pourquoi? Mais ça, c'est vraiment bien documenté là, par rapport au langage, là, que quand on expose de façon précoce puis de façon excessive, donc plusieurs heures. Précoce étant? Avant 2 ans, selon certains auteurs, puis avant 3 ans, selon d'autres. Tu sais, ça, c'est quelque chose dont on pourra reparler, là. Mais tu sais, justement, dans les premières années de vie, le cerveau est super plastique, malléable, super sensible à tout ce qui se passe dans l'environnement. Puis on estime qu'entre 0 et 5 ans, c'est plus d'1 million de nouvelles connexions neurologiques qui se créent dans le cerveau à chaque seconde. Puis après 5 ans, ça serait beaucoup moins. Bien, ça serait moins. Puis entre 0 et 2 ans, c'est encore plus intense. OK? Fait que ça, c'est un des arguments parce que, tu sais, pendant qu'on se dit, ben là, tu sais, notre bébé, il est juste là puis il fait rien, là, mais il y a plein de choses qui se passent dans son cerveau. Puis si on capte son attention avec un écran, ben là, ce qu'on fait, c'est qu'on lui enlève ces opportunités-là d'être stimulé par son environnement, de toucher, de sentir, d'observer, d'écouter. Puis, on dit aussi, tu sais, quand je dis ça change, la Société canadienne de pédiatrie va dire 0 écran jusqu'à 2 ans. Ça, c'est une norme qui est universellement reconnue sur la planète Terre en ce moment. Là. Il y a des auteurs qui disent 3 ans. Puis, il y a quand même une bonne logique derrière ça parce que avant 3 ans, les enfants n'ont pas ce qu'il faut sur le plan visuel puis perceptuel pour comprendre ce qu'ils voient en 2 dimensions. Fait que, tu sais, ils vont regarder une émission, puis ils vont être absorbés par cette émission-là, mais ils pourront pas transposer les apprentissages à leur comme à rien, finalement. C'est ça. Comme on dit, je vais mettre une émission éducative, mais les émissions éducatives, ça sert à rien. Puis, tu sais, des fois, les parents vont dire, oui, mais il a écouté Miss Rachel, puis après ça, il était capable de dire Apple. Ça se peut. Tu sais, ça se peut que l'enfant reprenne des mots qu'il entend, mais ça veut pas dire qu'il va être capable de les contextualiser. Ça veut pas dire qu'il sait vraiment c'est quoi une pomme, à quoi ça ressemble dans la vraie vie, tu sais. Fait qu'il y a tous ces enjeux-là à départager. Puis, tu sais, les écrans, c'est sûr que c'est quelque chose qui peut nuire au développement. Après, ben la sous-stimulation, c'est sûr que ça peut nuire, là, mais je me doute que les gens qui vont écouter ce podcast-là seront pas... Bien, on va sûrement envie de communiquer, mais en même temps, des fois, ça peut être... Tu sais, moi, mettons, je suis pas une gaga-gougou, là. Je suis vraiment pas une fille de bébé, là. Comme, moi, je parle aux enfants, là, comme je te parle à toi. Dans la même tonalité, je rentre pas dans les petits... Puis des fois, admettons, si justement, je perds comme un peu, pas l'intérêt, mais oui, à communiquer avec quelqu'un qui me répond pas, là. Dans le sens que, mais c'est pas encore mon enfant. Je peux comprendre que peut-être que mon enfant, je vais avoir une différente comme perception, mais en ce moment, moi, parler avec un bébé, ça dure pas très longtemps. Fait que, est-ce que ça peut nuire au fait que j'y parle pas assez, mettons? Bien, moi, j'ai toujours été comme ça aussi. Tu sais, à préférer vraiment l'interaction quand l'enfant, puis je pense qu'il y a plusieurs humains adultes sur la planète qui sont comme ça aussi. Mais tu sais, il y a ceux qui, tu sais, catiner un bébé, puis prendre un bébé. Puis, oui, vraiment. Moi, j'ai jamais changé de couche de ma vie, là.
Oui, je comprends. Je suis pas une fille à bébé, là, comme... Mais c'est sûr que ça va être différent avec ton bébé. C'est sûr, je l'aime déjà, sûr. là, tu sais, Puis là, tu vas te rendre compte que tu vas faire des « Ah, ouais! Mais t'es bien beau! » Ma mère faisait beaucoup ça. Jusqu'à quand même... Sûr à 100%. Jusqu'à temps que je sois même trop vieille, là, pour qu'elle me fasse ça, là, tu sais. Ouais. Puis ma mère est zéro comme ça non plus. Fait que je suis comme, bon, je vais devenir de même, sûrement. Puis c'est complètement intuitif. Ouais. Parce que c'est ça que le cerveau aime. Puis c'est ça à quoi les bébés puis les enfants vont réagir. Quand on va avoir une parole qui est mélodieuse. C'est comme si j'avais une récompense, genre, dans le sens qu'en faisant ce genre de bruit-là, j'ai une récompense de mon bébé, donc j'ai envie de plus le faire, finalement. Puis lui, quand il va interagir avec toi, il va avoir une récompense aussi. Oui, c'est ça. Parce que tu vas y répondre avec quelque chose qui est le fun. Puis tu sais, quand j'ai parlé comme ça, tu as trouvé ça drôle, mais tu as réagi. Tu sais, ça fait réagir. Tout ce qui est mélodieux, les intonations qui changent, c'est intéressant pour le cerveau humain. Puis il y a aussi une connotation affective là-dedans. Tu sais, la voix qui est douce, justement l'intonation qui va se moduler en fonction du contexte. Mais t'es donc ben un beau bébé. Tu sais, comme on parle aux animaux aussi, on parle comme ça aux bébés. Fait qu'il y a quelque chose de très riche là-dedans qui se développe. Mais tu sais, l'idée, c'est pas de se forcer. Là. Non, c'est ça. Puis c'est de, si ça te tente pas de parler à certains moments, parce que ça va arriver, ben t'es pas obligé de parler non plus. Parce que l'enfant va développer des choses dans le silence puis dans le jeu libre aussi. Fait que, tu sais, puis ça, c'est un autre conseil que je donne toujours aux parents. Quand l'enfant est absorbé par quelque chose, tu sais, qui va, mettons, à l'âge bébé, qui va gosser après son module, ou qui va observer, ou essayer de taper, ou essayer de se déplacer, ou puis plus vieux, qui vont jouer avec des blocs, puis essayer de les empiler, bien, ça sert à rien d'intervenir, puis au contraire, tu sais, on veut protéger ce jeu profond-là, ce jeu libre-là, où l'enfant apprend des choses, on sait juste pas quoi, finalement, là. Mais il y a plein de choses qui se passent, puis c'est bon pour la concentration aussi, parce que s'il est en train de se concentrer, essayer de mettre un bloc sur l'autre, ou essayer de rentrer deux pièces ensemble, puis que toi, t'arrêtes pas de parler, ben à un moment donné, ça peut devenir contre-productif, puis lui, son intérêt, c'est de faire cette affaire-là. Fait que, tu sais, l'idée, c'est d'utiliser les fenêtres qu'on a de disponibilité de l'enfant. Tu sais, souvent, ça va être, mettons, la table à langer ou, tu sais, mais moi, mon enfant, il est plus disponible le matin, je le sens, il a le goût d'interagir, il va vocaliser plus. Fait que, tu sais, à un moment donné, tu apprends aussi à te connaître là-dedans puis à voir ce qui tente le plus à ton enfant. Puis, fait que c'est ces moments-là qu'on veut potentialiser finalement. Puis que là, c'est là que le temps ralentit. Parce que ça, c'est un piège. Puis tu sais, tu dis, je me tente de répondre à de parler à quelqu'un qui me répond pas. Puis c'est là le plus grand piège, là, je pense, là, parce que c'est difficile quand même. Humainement. Puis pour des gens qui aiment communiquer, là, puis qui aiment interagir. Fait que, tu sais, la clé, c'est souvent de laisser du temps aussi à l'enfant. Parce que si on le remplit, mais il n'y aura pas d'opportunité pour interagir. Puis, c'est long. Lui, à sortir le langage, finalement. Essayer. Okay. Ça se peut qu'il soit en train d'intégrer quelque chose, puis là, à un moment donné, il te regarde. Hey! OK. C'est dans le silence que ça va se passer. Puis que vous allez avoir une petite conversation. Puis que là, toi, tu vas répondre « Oui! » Puis là, t'attends. Puis ça, tu vas voir, c'est fascinant de voir ces émergences-là parce que tu pars de zéro. Là. C'est ça. Fait que à chaque fois qu'il va te regarder ou que je pense qu'il me sourit, tu sais, c'est super cliché puis ça a l'air de l'extérieur justement gaga. Non, mais c'est sûr que c'est le fun. Ben oui, parce que tu développes une relation avec cet être humain-là que tu as créé. Ben oui. Fait que chaque petite émergence est un pas de plus vers une connexion, finalement. Puis c'est pour ça que, tu sais, des fois, les gens vont dire « ben tu vas voir, la première année, c'est tough, mais quand tu te mets à parler. » Ou « les premiers mois, c'est tough, mais quand tu te mets à sourire, tu vas voir, là, ça ressemble plus à un humain, tu sais. » Non, mais parce que les gens, pour vrai, constamment vont dire que l'année qui vient de passer, c'était la pire. L'année qui vient de passer, c'était la pire. On dirait que comme ils n'ont pas le souvenir de avant, peut-être. Tu sais, je demande, mettons, à des gens comme c'est quoi, mettons, votre année préférée avec leurs enfants? Là, c'est comme l'année actuelle parce que c'est comme celles où ils sont le plus développés puis tout ça. Puis là, c'était quoi la pire? C'était l'année passée. C'est comme si c'était juste le souvenir est là. Fait que là, au moins, c'est pas toujours en ce moment. Non, moi, mes amis, absolument, ça dépend. C'est des amis qui sont comme qui trouvent le 3-4 ans est vraiment difficile, mettons. Parce que justement, verbomoteur, puis là, ben, ça passe, mais ça l'écoute pas. Tu sais, ça, c'est une autre chose, là. Tu sais, comme, comment, mettons, tu donnerais des conseils à des enfants qui arrêtent plus de parler, là. Justement, c'est le contraire, là. Ils sont comme, qui arrêtent de parler. Est-ce qu'on intervient comme, parce qu'on est tanné ou c'est pas le moment pour parler, ou c'est comme, qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là pour comme une intervention qui serait,
optimale pour l'enfant? Mais tu sais, il y a tellement plein de contextes dans lesquels ça peut s'actualiser, puis ça dépend tellement de variables ou de facteurs. Tu sais, c'est toujours d'identifier, d'essayer de comprendre pourquoi l'enfant fait ça. Tu sais, puis souvent, un enfant qui parle beaucoup, ça veut pas dire tout le temps, mais c'est un enfant qui manifeste son besoin de connecter. OK. Tu sais, fait que des fois, on se rend compte que c'est pendant qu'on est occupé ou après la garderie, mettons, puis que là, on a eu moins d'occasions ou d'opportunités pour réellement connecter. Puis là, l'enfant parle. Puis là, plus il parle, plus on est gossé. Là, plus on est gossé, plus il veut connecter parce que là, on est de moins en moins disponible. Fait que des fois, c'est juste de dire, OK, ben ça se peut que j'ai à investir un petit peu dans la connexion pour répondre à ce besoin-là. Puis après, que ça soit plus facile, tu sais. Mais ça peut être un million de choses. Ces moments-là aussi, dans le sens que si tu identifies que tu joues après la garderie, ben de dire, OK, après la garderie, il faut que j'aille rien d'important. Faut pas que j'aille à l'épicerie. Parce que là, mon enfant, après la garderie, lui a besoin de connecter avec moi. Fait que si je lui demande de se taire dans le chariot, ben c'est pas le bon moment pour se taire, là, tu sais. Non. Puis, tu sais, demander de se taire, tu sais, après, il y a une première chose, l'épicerie, tu sais, ça se peut que ce soit un moment le fun aussi. Ça se peut que ce soit un beau moment de connecter. Puis de regarder ensemble qu'est-ce qu'on va acheter, de parler de ce qu'on voit, de mettre justement l'enfant dans le chariot ou même dans la poussette. Puis de voir ça comme un petit moment de connexion, ça se peut aussi. Tu sais, parce que ça, c'est quelque chose que je remarque aussi. Tu sais, les enfants qui sont dans leur poussette ou dans le chariot avec un téléphone parce que le parent a besoin de pause. Puis, tu sais, je comprends, là, je suis pas en train de juger le comportement, mais je me dis, quelle belle occasion ratée. Parce que moi, c'est un moment que j'adore avec mon garçon d'aller à l'épicerie. Puis lui, il adore ça aussi, faire des courses. Il va faire des Costco avec moi. Là. Avec le bain, là, on va tout essayer. C'est tellement le fun, faire des dégustations. Moi, je me souviens quand j'étais enfant, comment j'aimais ça. Avant, elle allait au IGA, là, il n'y en a plus. Là. Mais j'allais au IGA, puis je dégustais tout, puis j'en parlais aux parents, puis là, on allait. C'est sûr. Quand j'aimais c'est ça. comme magique. Ben oui, c'était comme c'est ça, aller. Une activité en soi. Activité, là. Finalement. Ouais. Après, tu sais, c'est sûr qu'il y a des parents qui nous écoutent et disent, hey, moi, c'est pas tout le temps une activité. Non. Faire l'épicerie avec mon enfant. Puis, tu sais, il y a plein de justement de contexte puis de façon de le faire. Puis c'est sûr que ça ne nous tente pas toujours. Puis c'est sûr que quand tu as 4 enfants, ben tu vas pas faire l'épicerie 2 fois par semaine avec les 4 enfants. Non. Mais ça peut quand même être un moment de connexion. Puis après, ben c'est de voir ce à quoi on répond aussi. Tu sais, ça peut arriver qu'on réponde, qu'on élabore des réponses, puis ça peut arriver aussi qu'on élabore moins, puis c'est correct, puis on voit de quelle façon notre enfant réagit. Puis tu sais, tout ça, c'est toujours comme une danse relationnelle. Okay, ça me fait venir une question. Le fameux pourquoi. Oui. Pourquoi? Oui, mais c'est à ça que je pensais aussi. Ah! Ça me rend folle. Oui. Mais genre, moi, je dis parce que, un moment donné, là. Je fais juste dire parce que. C'est ça, tu sais. Puis ça peut être le fun, on peut rentrer là-dedans puis s'amuser puis essayer de mettre des hypothèses. Ouais. Puis à un moment donné, ben c'est comme je t'ai expliqué. Tu sais, parce qu'il y a des fois où ça devient quasiment... c'est une roue sans fin. Oui. Comme... Puis encore là, il y a différentes... Tu sais, des fois, ça peut être parce que l'enfant a besoin d'interagir ou a besoin de connecter. Puis des fois, ben là, quand ça devient comme un genre de loop, puis qu'on sent que peu importe ce qu'on va répondre, il va continuer de le demander, ben là, c'est correct de mettre une limite aussi. Puis le but, c'est de pas être à bout, tu sais. C'est ça. Puis de garder la communication dans le plaisir. Ça, c'est le plus important. Fait que, tu sais, si tu te fais violence pour répondre cette journée-là, ben réponds moins. Puis peut-être que demain, tu auras plus le goût de répondre, puis de mettre des hypothèses, puis de faire des scénarios loufoques aussi. Ça, des fois, tu sais, tout ce qui est créatif, humoristique, loufoque, ça peut être des petites portes de sortie, des fois, pour amener l'interaction ailleurs, puis pour que ça soit plus plaisant, puis plus drôle, puis sortir un peu de certains cadres qu'on trouve moins intéressants, mettons, dans la communication. OK. Puis, tout ce qui est, mettons, les espèces de... Les lettres qui sont mal dites, parce que, mettons, un enfant va avoir avec les P ou va avoir de la misère avec les T. Ça vient de où? C'est quoi? Mettons, pourquoi certaines lettres puis pas d'autres? Puis est-ce que toutes les lettres peuvent être problématiques ou c'est comme... Mettons, moi, je me souviens que je disais toujours, je me suis glacée. Ou là, je me suis blessée. Là. Toutes les B devenaient des G puis les G devenaient des B. Là. Mais c'est quoi, mettons, qui fait ça? Puis comment qu'on améliore ces situations? C'est pas un problème, parce que finalement, j'ai fini par plus le dire, là, dans le sens que mes parents ont rien fait, à part me répéter que c'était blessé au lieu de blessé. Oui. Bien, c'est développemental, en fait. Parce que plus l'enfant grandit, vieillit, prend de la maturité, plus son système neurologique, donc les commandes que son cerveau envoie à ses articulateurs, devient mature. Puis plus ces articulateurs aussi, qui sont la langue, la bouche, les dents, le palais, les lèvres, vont devenir matures, puis vont devenir précis.
Fait que c'est pour ça qu'au début, tu sais, dans les 2 premières années de vie, les mots sont tous transformés, on comprend pas trop, il y a des syllabes qui tombent. Puis au fur et à mesure que l'enfant se développe, que son vocabulaire explose, ben là, ça se précise. Fait que c'est vraiment une question anatomique et physiologique, là. Puis après, ben de reformuler, c'est la meilleure stratégie. Puis tu sais, dans l'exemple que tu donnes, tu sais, parce qu'il y a comme plein de... Puis ça, les sons, c'est quelque chose qui est un peu tricky parce que une oreille non avisée va identifier difficilement c'est quoi les sons qui sont transformés. Ou tu sais, comme tu dis, tous mettons, les gars devenaient des bœufs, mais c'est sûrement parce qu'il y avait un « le » après. Parce que c'est plus complexe de co-articuler 2 consonnes. Fait que, tu sais, mettons, dans « fraise », dans « placer ». Fait que quand il y a 2 consonnes collées, c'est plus difficile. Fait que, tu sais, toutes ces choses-là rentrent à un moment ou à un autre du développement, mettons, entre 2 et 5 ans. Puis... c'est pour ça que tu sais, on va pas corriger l'enfant, on va dire ben non, c'est pas glissé, c'est blessé. Oui, tu t'es blessé. Fait que, on peut mettre un peu d'accentuation, un petit peu d'emphase, mais ça se peut que ça rentre juste à 3 ans et demi, puis ça va être correct aussi. Tu sais, l'idée, puis ça, c'est des normes aussi dont je parle beaucoup sur Instagram parce que c'est quand même important parce que il y a des transformations qui vont être plus dérangeantes que d'autres, puis qui vont être moins typiques. Que d'autres. Fait que, tu sais, des transformations que tous les enfants vont faire à un certain moment dans leur développement. Puis, il y en a pour qui ça va traîner longtemps, peut-être un peu plus longtemps que la moyenne. Puis, il y en a d'autres que c'est atypique. Fait qu'on va dire, OK, ils transforment ces sons-là en d'autres sons. Tu sais, mettons, là, un enfant qui va mettre des « t » partout. Ben là, on comprendra pas ce qu'il dit. Puis là, ça va être compliqué, puis ça va être difficile, puis ça va lui faire vivre des expériences qui sont négatives par rapport à la communication. Fait que c'est pour ça que, tu sais, il y a certains repères à suivre, dont l'intelligibilité. Tu sais, comment je comprends l'enfant. Puis, tu sais, à partir de 3 ans, mettons, un enfant va être compris à peu près 3/4 du temps par des interlocuteurs qui sont non familiers. Puis à 2 ans, ben là, on est entre 25 puis 50%. Fait que, tu sais, ça donne une idée qu'entre 2 puis 3, il y a beaucoup de choses qui se passent. Puis le meilleur marqueur, tu sais, le meilleur indicateur à regarder, c'est vraiment l'intelligibilité. Si les gens comprennent l'enfant, parce que c'est normal de faire répéter un enfant de 2 ans. Après, un enfant de 4 ans, si on le fait toujours répéter, mais là, c'est sûr que sur le plan socio-affectif, ça peut avoir une incidence. Puis, on veut pas non plus qu'il y a des choses qui... Tu sais, s'il y a des choses à faire, qu'on intervienne précocement, bien, c'est sûr qu'on va l'aider, tu sais. Puis, pour un enfant, justement, qui dit le mauvais mot, que là, tu dis, on va répéter, mais en disant le bon, tu sais, on va dire blessé. Mais je vois beaucoup de parents qui, comme, trouvent ça, comme, tu sais, cute, puis drôle, là, que leur enfant... Puis, ils vont répéter, mais de la façon que l'enfant le dit. Ça nuit-tu, alors? Oui. Oui, c'est ça. Parce que ce qu'on fait, c'est qu'on redonne le mauvais modèle. Oui, c'est ça. Parce que les enfants apprennent en entendant les mots, avec la répétition, avec les modèles, en regardant ce qui se passe sur notre bouche. Fait que c'est sûr que si, à chaque fois qu'il dit Toto pour auto, on dit oui, la Toto, c'est la Toto, c'est la Toto rouge. Ben là, lui, il pourra pas éventuellement dire auto. Tu sais, s'il entend Toto 50 fois dans sa journée. Il va comprendre ce seul mot, là. Ben, c'est ça. Fait que c'est ça qu'il va reproduire parce que c'est ça qu'il entend, finalement. Fait que c'est sûr que l'idéal, puis ça, des fois, ça brise le cœur des parents parce que oui, mais c'est tellement cute, j'ai le goût de l'utiliser. Fait que là, des fois, on dit, OK, ben, je t'en donne un, t'as le droit de parce que, tu sais, c'est sûr que l'idéal, c'est de redonner le bon modèle. OK. Puis là, si on embarque dans le bilinguisme, parce que moi, dans le fond, j'ai appris l'anglais vraiment sur le tard, moi, je trouve, là, dans le sens que moi, ma mère est franco-ontarienne, parfaitement bilingue. Elle a été à l'école à moitié en anglais. Enfin, je pense qu'au primaire, elle était en anglais, au secondaire en français ou l'inverse. Elle parle anglais comme français, là, tu verrais pas la différence, mais elle me l'a pas appris quand j'étais jeune. Moi, je l'ai appris comme tout le monde, comme, tu sais, dans un primaire, au public, où j'avais un cours d'anglais. J'étais arrivée au secondaire dans une école privée. Tout le monde savait parler anglais, puis moi, je savais mon verbe être puis mes couleurs, tu sais. Fait que j'ai trouvé ça vraiment difficile. T'en voulais à ta mère. Vraiment. Pour vrai, je trouvais ça vraiment difficile. Puis j'ai trouvé ça, tu sais, moi, j'avais des 90 partout, puis en anglais, je passais genre ses fesses, là. Puis j'ai trouvé ça vraiment difficile, puis je me suis promis que mes enfants, ce serait pas ça. Tu sais, que moi, mes enfants, ils vont apprendre l'anglais, puis j'ai vu mon oncle, dans le fond, avec juste son dernier enfant, faire ça. Dans le fond, sa femme parlait en anglais, puis lui parlait en français, puis elle a appris les 2 langues comme ça. Puis je me demandais, parce que moi, c'est vraiment ça que je compte faire. Là. Maintenant, je suis devenue bilingue à force de voyager beaucoup, travailler beaucoup en anglais, puis tout ça. Mais je veux vraiment que moi, je parle en anglais à mon enfant, puis que mon chum parle en français. Qu'est-ce que ça va avoir comme impact sur, justement, le développement du langage de mon enfant?
Bien, l'important, c'est que l'exposition soit intense et de qualité. Dans ce qui veut dire. Le sens où, tu sais, puis il y a le volet aussi socio-affectif que je veux qu'on aborde, là, mais tu sais, pour un enfant qui est exposé aux 2 langues, il faut qu'il y ait une fréquence, qu'il l'entende. Tu sais, c'est sûr que si ça représente 5 de ses interactions, il ne deviendra pas bilingue. Non. Fait que on s'attend à un minimum de 40 environ dans chacune des langues, puis que la langue soit de qualité, donc que l'interlocuteur la maîtrise finalement. Pour combien de temps quand on dit 40 Mettons, moi, je vais lui parler comme ça, mais là, quand il va à la garderie, ça va être une garderie en français sûrement. Oui. Puis après ça, quand il va aller au primaire, ça va sûrement être... Bien, c'est pendant le temps qu'il l'apprend finalement. OK. Il développe son langage. Après, il faut que toi, tu sois vraiment confortable avec ce choix-là. Puis, parce que souvent, moi, ce que je vois, c'est « Ah oui, je suis vraiment bonne dans cette langue-là, puis je vais lui parler tout le temps, mais finalement, je trouve ça fatigant. » Ou « finalement, je reviens toujours à ma langue maternelle quand, mettons, il se blesse ou quand il y a de la peine. » Ou... Fait que, tu sais, si intuitivement, ton réflexe, c'est de dire, mettons, qu'il tombe, puis « Oh, mon petit coco, viens me voir. » Ben là, ça peut être un peu tricky parce que tu vas y parler tout le temps en anglais. Mais quand tu veux le rassurer, tu vas lui parler en français, mais là, il va-tu comprendre? Oui, c'est ça. Parce que tu vas toujours y avoir parlé en anglais. Faut que je sois constante, dans le fond. Ben oui, parce que pour être confortable, parce que le plus important dans le langage, c'est l'interaction. Puis la qualité de l'interaction repose sur la relation. Mm-hmm. Tu sais, fait que puis tout l'attachement, ça va se construire à travers le langage aussi. Fait que c'est tellement proche, c'est tellement lié, toutes ces affaires-là, ces sphères-là ensemble, qu'il faut le considérer quand on veut adopter ce comportement-là, parce que, tu sais, ça arrive souvent qu'il y en a qui disent « Ah ben, tu sais, finalement, ça arrive, j'y parle quasiment plus en anglais, là, parce que c'est plus naturel pour moi d'y parler dans ma langue maternelle. » Depuis que j'étais enceinte, ça fait 7 mois et demi, j'y parle qu'en anglais. Puis j'y parle à tous les jours. Ouais. Fait que je me dis... Prends-tu une petite voix? Non. Moi, je suis vraiment... Maintenant, tu vas y décrire ce que tu fais. Ouais, je raconte ma journée. Tu me tournes là, je m'en vais au podcast. Je vais dire, on s'en va au podcast. Mais c'est juste en anglais. On s'en va au podcast enregistrer avec telle personne pour apprendre tel sujet. Puis je parle comme ça. Genre dans cette même langue. C'est ça l'important, si t'es à l'aise. Ma tonalité, parce que moi, j'ai de la misère vraiment à apprendre le langage gaga-gougou. Même avec les enfants de mes amis ou peu importe. Je suis la dernière qui parle en gaga-gougou. Comme ça. C'est pour ça que j'ai dit ça, c'était comme une joke. Non, moi, je parle en anglais, mais de façon comme un adulte, mettons. Mais j'aime ça y raconter ma journée. C'est comme mon journal intime. Je raconte ma journée, j'y donne c'est ça. Mais je parle tout le temps en anglais, puis je suis quand même à l'aise. Puis j'aime ça aussi, je suis parfaitement bilingue. Fait que c'est vraiment pour le niveau... confort, mettons. J'ai pas de problème à parler en anglais puis de maintenir ça. J'ai mon ancien travail, je parlais en anglais vraiment souvent. Mais ce qui on pourrait dire, m'inquiète, c'est plus au niveau de son développement. Tu sais, mettons, que les gens le comprennent pas, justement. Tu sais, ça prenne plus de temps avant que les gens le comprennent. Puis là, qu'il ait l'air un petit peu con. Puis, tu sais, déjà, là, que tu parles en anglais, c'est fascinant parce qu'il y a une différenciation qui commence à se faire. Tu sais, déjà, les bébés dans le ventre de leur mère vont discriminer les sons de la langue. Puis il y a une préférence qui est en train de s'installer pour cette langue-là. Que, mettons, mon bébé n'a pas eu parce que je parlais en français. Même si c'est, mettons, généralement, quand je parle aux autres, je parle en français, mais quand je parle à lui, je parle en anglais, il sait ça? Ben, il ne sait pas nécessairement. Il n'est pas rendu là. Je suis comme, il a un gros cerveau là, pour son petit âge. Mais ce qu'il entend. Mettons, les sons qui vont venir à son cerveau. Là. Après, ça n'aura pas d'incidence. Tu sais, justement, si son exposition est fréquente, puis c'est une exposition qui est de qualité parce que c'est une langue que tu maîtrises, ça n'aura pas d'incidence sur le développement de son langage. Au contraire, ça va avoir des bénéfices. C'est sûr qu'il y a des petites choses des fois. Tu sais, ça se peut qu'il code switch. Ça se peut qu'il soit capable d'évoquer un mot en anglais en premier, même s'il parle à quelqu'un de francophone. Après, à part les enfants, tu sais, la plupart des adultes comprennent bien l'anglais. Puis, si ton chum, il y a des interactions qui sont fréquentes et de qualité aussi avec lui en français, il devrait, quand il va rentrer à la garderie, dépendamment de l'âge aussi auquel il rentre à la garderie, il devrait être capable de maîtriser sommairement bien les 2 langues. Fait que, tu sais, c'est pas... si le bilinguisme est bien installé, tu sais, dans les conditions que je t'ai données, ça nuira pas
à son développement. OK. On va voir des petites manifestations parce que c'est un enfant qui parle 2 langues. Oui, c'est ça. Fait que c'est sûr qu'il y a des sons qu'il va acquérir avant d'autres. Mais les normes développementales sont les mêmes. OK. Fait que, tu sais, si je dis qu'il devrait commencer à parler entre 1 an puis 16 mois, ben ça va être la même chose pour lui. OK. Puis qu'il devrait avoir autour, mettons, de 10 mots, ben ça se peut qu'il y ait 7 mots en anglais, 3 mots en français, mais qu'il y ait 10 mots en tout. OK. Fait que c'est exactement les mêmes repères, mais on combine les 2 langues. Puis le développement va se faire de cette façon-là, finalement. Ouais. Jusqu'à ce qu'il maîtrise parfaitement bien les langues. Puis, parfaitement, c'est une façon de parler parce qu'on continue de développer la langue c'est ça. tout au long de notre vie, finalement. Ben oui, moi, je l'ai appris plus tard. Fait que, Puis ça, juste une parenthèse pour les gens, tu sais, parce qu'il y a des gens que ça préoccupe, mais qui veulent pas nécessairement faire ce choix-là, puis qui se disent, ben là, s'il apprend à l'école, ça va être trop tard. Tu sais, le cerveau, encore une fois, d'un enfant est tellement plastique, tellement malléable, qu'il va bien l'apprendre. Tu sais, si la première langue est bien consolidée, ben il n'y a aucune raison pour laquelle la deuxième langue ne le serait pas non plus. Non, c'est ça. Moi, je l'ai appris, justement, vraiment. Tu sais, moi, je constate que je suis devenue parfaitement bilingue à comme 18 ans, là. C'est tard, là, mais ça se fait. Dans le sens, ça se fait. C'est juste que moi, je veux pas que mon enfant subisse la même difficulté. C'était vraiment de la difficulté. J'ai vraiment trouvé ça difficile d'apprendre l'anglais. Puis je veux pas que, puis même les autres langues en général, là, apprendre l'espagnol, parce que nous, on avait des cours d'espagnol au secondaire, ben, j'ai trouvé ça difficile d'apprendre une troisième langue. Puis j'ai entendu que c'était plus facile quand tu avais déjà appris 2 langues d'en apprendre une troisième. C'est-tu vrai? Ou ça n'a pas d'importance? Bien, c'est ça. Il y a différents gains qui vont... Tu sais, le cerveau va être... C'est pas vrai dans tous les cas, finalement, mais oui, ça a une valeur ajoutée, justement, pour le développement du langage, d'être exposé à différentes langues. OK. Ouais. Puis ça a-tu un impact, admettons, moi, j'ai un plan. Là. J'étais comme, OK, moi, je parle en anglais, mon chum va parler en français. Là, après ça, tel grand-parent va parler en anglais, tel grand-parent va parler en français, dans le but, justement, d'augmenter le pourcentage. Tu sais, moi, c'était de dire, je veux qu'il y ait, justement, le fameux, puisque j'avais lu, là, qu'il y avait 40 là. Bon, si je veux qu'il y ait 40 puis là, je sais que mes grands-parents, moi, on a 3 paires de grands-parents. OK, je veux que ceux-là parlent en anglais tout le temps. Ils vont garder mon enfant suffisamment de fois, puis tout. Tu sais, j'étais vraiment dans le calcul. Ça a un impact, j'imagine, sur les gens autour de lui qui interagissent avec lui. Oui. Aussi. Puis encore une fois, il faut que ce soit naturel. Oui, c'est ça. Mais moi, c'est des gens qui sont anglophones. Dans le sens que la femme de mon père est anglophone. Sa langue principale, sa langue maternelle, c'est l'anglais. Je me dis, eux, ensemble, ils se parlent plus souvent en anglais qu'en français. Oui, ça, c'est parfait. Fait qu'ils vont aller chez les grands-parents-là, parler en anglais. Puis avec moi, en anglais. Puis moi, ce que je me suis dit, c'est quand mon chum va être là, par exemple, en famille, on risque de parler plus français. Ça, est-ce que je vais venir causer un problème? Non. OK. Non, parce qu'il faut que vous ayez une langue, vous. De famille. Ben oui. T'sais, moi, je me disais, je peux pas parler avec mon chum en anglais, là. Comme ça va c'est pas naturel. Ben c'est ça. Fait que là, avec ton chum, tu vas parler en anglais, puis ton enfant, il va catcher ça tout de suite. Okay. Pour lui, ça va être ça, la norme. Là. OK. Puis après, tu sais, selon les contextes, vous allez utiliser le français ou l'anglais. Puis les enfants s'ajustent vraiment bien. OK. Ouais. Dernière question concernant le langage, c'était une question sur le langage des signes. Ouais. Parce que je vois beaucoup de bébés puis de parents avec leurs enfants puis dans les garderies, puis tout ça, utiliser le langage des signes. Oui. Pourquoi on fait ça? En quoi c'est utile? Oui. Puis comment qu'on développe ça? Puis parce que là, on dirait que ça se perd, tu sais, que l'enfant le fait plus après. Oui. Je veux savoir. Oui. Bien, les signes, en fait, ce qu'il faut retenir, là, c'est que le langage, quand tu l'intègres dans différentes modalités, tu sais, mettons qu'il y a du sensoriel, qu'il y a du moteur, qu'il y a du visuel, bien, c'est plus payant. OK. Parce qu'il y a comme différentes portes d'entrée qui vont consolider ton concept. Fait que, tu sais, moi, sans intégrer les signes spontanément, je dis toujours aux parents, utilisez les gestes naturels. Tu sais, comme on le fait quand on parle, parce que ça soutient les apprentissages. Tu sais, si je dis donne, tu me donnes. Bien là, on tend la main. Tu le mets dedans. Vas-y, mets-le dedans. On pointe, puis c'est ça. Là, l'enfant va comprendre qu'il y a dedans. À chaque fois que je fais dedans dans un verre, dans une boîte, dans un tiroir, va intégrer beaucoup plus facilement ce concept-là. Okay. Puis éventuellement, quand il n'y aura pas nécessairement encore les mots pour le dire, ben il va peut-être pointer. Je comprends. Là, on va comprendre ce qu'il veut dire dedans. Fait que, tu sais, l'idée, c'est justement de donner du soutien visuel, puis des gestes, puis différentes portes d'entrée pour que l'enfant intègre le langage, pour qu'il puisse l'utiliser aussi. Parce que, justement, quand ses articulateurs ne sont pas encore super matures, mais qu'il en veut encore, bien, ça se peut qu'il fasse ça. OK. Après,
Est-ce que les signes, c'est un no-brainer? Pas nécessairement. Tu sais, encore une fois, tu sais, comme moi, j'avais pas le goût d'intégrer les signes. Okay. Peut-être que mon enfant, il les aurait catchés super vite, mais moi, je suis plus verbale. Ouais. Pour certains parents, c'est vraiment cool, puis eux, ils adorent ça. Puis les enfants, il y a des enfants que ça va aider, mettons, qui sont moins à l'aise avec le langage. Ouais. Fait que ça peut diminuer la frustration, par exemple, d'être compris plus vite ou justement de comprendre mieux ce qui est attendu d'eux ou ce qu'on leur explique. Puis, une autre chose qui est importante, c'est s'ils sont intégrés à la garderie, il faut savoir lesquels. J'allais te dire, c'est ça. Il y a sûrement un langage universel de signes. Oui, mais il faut les connaître. Il faut savoir lesquels sont utilisés. Parce que, tu sais, si, mettons, mon enfant rentre en garderie à 1 an, puis que l'éducatrice, elle utilise, mettons, dedans, fini, lait, mais que toi, tu sais pas ce que ça veut dire. Puis ça arrive aussi. Mettons, là, moi, je regarde la vidéo, puis on dirait qu'il te dit fini, ça se peut-tu? Elle dit, je sais pas, je sais. Tu sais, fait que ça arrive que les parents connaissent pas les signes qui sont utilisés. Puis là, c'est plate. Ouais. Parce que ça fait des bris de communication. Puis l'enfant, il est frustré, là. Ben, l'enfant, il dit quelque chose, puis toi, tu comprends pas. Fait que ça, c'est une discussion qui est importante à avoir. Tu sais, si on sait que le milieu de garde utilise les signes, de connaître les signes qui sont utilisés, puis d'utiliser la même variante. Ouais. Parce que des fois, il peut y avoir différentes variantes, parce que, tu sais, c'est une langue, hein, la langue des signes. C'est un dialecte parmi tant d'autres, là. Oui. Fait que, tu sais, il y en a qui vont faire encore, il y en a d'autres qui vont faire encore. Fait que là, tu sais, c'est quand même le fun de savoir justement ce qui est utilisé avec notre enfant pour être capable de réinvestir ça. Puis après, ben il y en a qui l'essayent, puis finalement, ils disent, je trouvais ça rochant. Puis l'autre affaire qui est importante, c'est de parler en même temps. OK. Fait que, tu sais, si je fais juste ça, sur le plan langagier, c'est pas intéressant. Mais c'est fini. T'as fini. Oui, t'as fini. Hey, t'as-tu... J'ai un malaise. Tu vas me trouver rochante. Je suis comme les gens, les éducatrices qui font ça, là, je les admire. Je suis comme, vous êtes tellement... Tu parles comme ça toute la journée, oui. mettons. Je suis comme, comment vous faites? Genre, moi, ça m'aliénerait, là. Oui, puis tu sais, c'est pour ça que tu sais, moi, je parle comme ça pour donner des exemples. Exact. Mais ça veut pas dire que tu fais ça à longueur de journée. Non, en fait, c'est comme on le grossit pour qu'après... Moi, c'est ça que je fais, là, pour qu'après, les parents le réutilisent. Exact. Puis à partir du moment qu'on enlève les signes, si on les enlève les signes, on finit par faire aussi l'enfant lui-même qui... Souvent, c'est l'enfant qui va le délaisser. Là. Tu sais, mettons, au début, il va faire le geste parce que c'est plus facile pour lui. C'est ça qui sort en premier. Fait que là, c'est fini ou t'en veux encore? T'en veux encore? OK, je t'en donne encore. Fait que là, c'est important quand même d'utiliser le modèle souvent. Puis à un moment donné, il va faire « Ah! Oui, encore! » Puis là, à un moment donné, il va y avoir un switch qui va se faire, tu sais, que l'enfant va utiliser le mot plutôt que le signe. C'est ça qu'on vise, finalement, là. Ouais. OK. Puis là, le fameux sujet que les gens aiment tant. T'as co-écrit un livre avec Sarah Hamel sur les écrans. C'était quoi l'objectif du livre? Comment on peut appeler ça? Comment ça s'appelle le livre déjà? Les écrans et nos enfants à la rescousse des parents. Oh, OK. J'aime ça, la rescousse des parents. Oui, c'était vraiment ça, notre objectif. Okay. Parce que, tu sais, il y a de plus en plus de données qui sont maintenant rendues accessibles à tout le monde. Puis là, les parents, souvent, ça les stresse, ça les fait sentir coupables, ça les met en résistance. Puis je dis ça parce que, tu sais, il y a des habitudes qui ont été adoptées, puis on a nos propres habitudes aussi. Fait que ça vient quand même souvent chercher les gens comme sujet. Puis là, nous, on se disait, pour nous, c'était une préoccupation qu'on avait, tu sais, de l'impact des écrans sur le développement des enfants. Mais on voulait pas juste alarmer les parents. Tu sais, on voulait leur donner une boîte à outils, un guide qui soit vraiment précis, détaillé en fonction, puis nuancé aussi, tu sais, en fonction de notre réalité de parents, puis de dans quel contexte on va les utiliser, puis pourquoi on les utilise, puis dans quelle société on évolue aussi. Parce que c'est comme pour tout, dans le sens qu'on le sait, mettons, manger des aliments transformés, c'est pas l'idéal. Mais de temps en temps, on va tout au McDo quand même. Là. C'est un peu ça. Fait que moi, quand c'est trop catégorique, puis quand c'est trop comme... Non, c'est ça. Ça devient un peu décourageant. Ça devient aussi que, moi, ça enlève la crédibilité aux gens, aux experts, finalement. Parce que je suis comme, OK, mais toi, tu vis dans quelle réalité? Là? C'est dans ça. Le sens que ça fait décrocher les gens. Exactement. Fait que nous, notre but, c'est ça. C'est de couvrir toutes les dimensions possibles en fonction de notre expertise respective, puis que les parents trouvent des réponses. Je comprends. Puis qui se sentent outillés justement pour faire face à cette réalité-là, puis qui prennent des décisions conscientes et éclairées. Je comprends. Tu sais, fait que ce qu'on voulait dire, c'est voici les impacts, voici dans quelles circonstances, de quelle façon ça peut s'actualiser, puis voici ce que vous pouvez faire, puis qu'est-ce qui est moins pire, puis qu'est-ce que, tu sais, pour que les gens, parce que, tu sais, il n'y en aura pas là, de formule toute faite. Non, puis des écrans, il va en avoir tout, tu sais, oublie ça, là, toute notre vie, il va en avoir. C'est ça. Ça se peut, puis ça se peut pas de vivre dans un monde, en tout cas, un monde
américain, québécois de vivre sans écran. Tu sais, on est allé, moi, mes meilleurs amis ne donnent pas d'écran du tout à leurs enfants. Ils n'ont pas de tablette, ils ne donnent pas de cellulaire. Puis tout ça. On est allé à Cage au Sport, il y avait des gros écrans. Les 2 enfants, ils étaient comme omnubilés. Là. C'était genre... comme, puis on les perdait. Là. Mais c'est ça, il y a des écrans partout. Fait que tu vas-tu pas aller à Cage au Sport parce qu'il y a des écrans, tu sais, à un moment donné. Là. Oui, puis tu sais, tu vas dans une salle d'attente, tout le monde autour a des écrans. Puis tu sais, nous, on utilise aussi des genres de scripts, tu sais, pour dire, voici ce qu'on peut dire à notre enfant en fonction de son âge, parce qu'il y a quand même de la sensibilisation à faire. Je comprends. Tu sais, pour expliquer l'impact que ça a sur notre cerveau, puis la composante addictive, puis pourquoi on prend ces décisions-là aussi, puis parce que nous, en tant que parents, tu sais, pendant la petite enfance, c'est relativement facile de mettre des limites, mais à l'âge scolaire, ça devient complètement une autre game. C'est sûr. Fait que là, il faut être aussi solide quand même dans notre lead, puis voir les limites qu'on met, puis c'est où qu'on les met, puis... C'est parce qu'on est des mauvais exemples, là, aussi, là. Ben c'est ça, la grosse affaire. Dans le sens que tu dis à ton enfant, ça va être 1 heure maximum par jour pendant que t'en passes 4 sur ton cellulaire. Tu sais, c'est comme... Puis ça, c'est une grosse composante. Tu sais, c'est pour ça que c'est super multidimensionnel, puis que c'est pas juste un temps d'écran ou un type de contenu, où, tu sais, il faut tenir compte de plein d'affaires. Puis effectivement, notre utilisation à nous, ça a une incidence dans l'interaction. Ça a une incidence sur notre réponse aux besoins de notre enfant, sur le modèle qu'on donne, parce que ça, c'est full bien documenté que l'utilisation que les parents font va être un prédicteur de l'utilisation que les enfants font. C'est sûr. Fait que ça, c'est gros quand même, là. Oui. Fait que, tu sais, nous, on doit s'autoréguler aussi, puis ça, c'est pas facile à faire. Puis je partirais de là, moi. Je commencerais à moi-même essayer, tu sais, comme de changer mon comportement, de lire sur comment je peux améliorer mon propre comportement avant de vouloir imposer un comportement à mes enfants. Parce que si, justement, je suis le pire exemple, ben ça marchera pas, là. Oui, puis c'est dur à faire aussi. C'est ça le plus dur, là. C'est ça. C'est de penser à, justement, pas toujours garder notre sel quand on a réflexe, ben oui. Mais parce que la composante addictive est forte pour nous aussi. Tellement forte, là. C'est ça. Fait que de se donner des petites stratégies, des fois, quand j'arrive du travail, mettons, je vais mettre mon sel dans le tiroir ou je vais le déposer plus loin, ou quand je pense, je suis pas obligée de regarder tout de suite, ou de l'expliquer à l'enfant, tu sais, ça sera pas long, je prends mon téléphone parce que faut que je réponde à un message pour le travail, ou je vais envoyer un texto à papa, ou tu sais, ça, c'est correct. De montrer ça sert à quoi, puis de le circonscrire à un objet, finalement. C'est ça. Parce que c'est pas un être humain. Non. Puis c'est ça le risque, c'est que ça devienne... C'est pas ton principal divertissement non plus. Dans le sens qu'il y a plein d'autres divertissements, puis c'est pas ta principale connexion. En fait, moi, je crois que la plupart des adultes québécois, notre principale connexion humaine, c'est avec notre cellulaire. Là. Comme c'est triste, fausse connexion, là, mais je pense vraiment. Là, comme... Puis c'est triste, puis moi, mettons, les connexions humaines, il y a des gens que j'ai jamais rencontrés là, dans la vie, là. Puis j'ai des grandes connexions humaines avec eux, tu sais. Mais ça, c'est quand même le fun. Oui, mais mettons, je trouve ça quand même bizarre. Ouais. Dans le sens que moi, mettons, là, j'ai toujours ça, mais quand j'étais toute ma cégep, même avant ça, université, tout ça, la personne qui m'a le plus accompagnée, là, c'est Alexandra Larouche. Est-ce que tu sais qui est Alexandra Larouche? C'est une YouTubeuse québécoise qui est comme une des OG, là, des premières, tout ça. Puis mettons, tout ce qu'elle publiait, je l'écoutais, je le faisais. Toi, t'avais l'impression de vraiment beaucoup de la connaître. Pas con, mais non, mais je la connais. Tu sais, dans le sens que je la connais. Dans le sens que je l'ai rencontrée en vrai, finalement, parce qu'on est devenus comme, on n'est pas des amis, mais on est des bonnes connaissances, mettons, avec la cause de, moi, je suis devenue ses réseaux, puis on s'est connus, je suis allée chez elle, puis tout ça. Mais tu sais, je la connaissais, moi, là. Puis je trouvais ça vraiment bizarre. Tu sais, j'étais comme, c'est pas normal. Puis il y a des gens que c'est comme ça par rapport à moi. Tu sais, qu'ils me connaissent. Puis là, quand ils me rencontrent en vrai, ils ont tellement un gros bagage sur qui je suis qu'ils apprennent pas à me connaître. Comme oui, mais comme, il faut qu'ils apprennent à me connaître, ils apprennent à ma vraie personnalité, ils apprennent à connaître le 95% que je montre pas sur les réseaux. Mais ils connaissent tellement de choses de moi. Je trouve ça vraiment spécial qu'on connaisse des fois plus de choses sur une personne en ligne que sur notre ami, genre. Puis moi, des fois, il y a des gens qui me disent, hey, allô, excuse, je pensais que, tu sais, comme, leur réflexe, c'est comme, je te connais, t'es mon ami, mais non, finalement. Je viens de catcher que toi, tu me connais pas. C'est ça. Fait que juste se mettre dans cette position-là, puis se dire, hey, comme, à quel point on est dans nos écrans, si on a des gens dans nos écrans qu'on connaît plus que la vie de nos amis, de nos mères, peu importe. Là. Puis ça, c'est une considération qui est vraiment importante, puis c'est une belle réflexion à avoir aussi pour nos enfants. Mais oui. Parce que si ton enfant est constamment exposé, puis que tout le monde connaît sa vie, mais lui, il ne sait pas
que tu connais sa vie. Puis ça, c'est weird aussi. C'est weird. Puis tu sais, moi, je mets pas beaucoup de contenu, mais ça m'arrive de mettre des petites affaires anecdotiques. Ou puis là, ben mettons, on arrive à la garderie. « Hey, Auguste est allé voir les grenouilles en fin de semaine. Ah, c'est parce que j'ai montré une vidéo à... » Tu sais, j'essaie de l'expliquer. Ouais. Parce que sinon, c'est tellement bizarre quand tu y penses. Là. Tellement bizarre. Pour un enfant, en plus, qui n'a pas beaucoup de repères, de temps, d'espace, étais-tu là? Tu sais, sa mémoire est en train de se construire. Fait que c'est une autre réflexion à mettre, puis qu'on en parle aussi dans le livre, dans le pot à réflexion par rapport à cette utilisation-là qui est... Mais j'aime ça parce que c'est des pistes de réflexion. Exactement. Justement. C'est comme, faisant ce que tu en veux, voici les pistes de réflexion. Donc, c'est pas, tu dois faire ça. Non. C'est, voici ce qui est exposé. Puis maintenant, comme, tu sais, moi, mettons, mon enfant sera pas sur les réseaux. Mais je n'ai aucun jugement pour les parents qui mettent leurs enfants. C'est vraiment une décision personnelle. Puis c'est parce que c'est moi qui n'a pas, je crois profondément, là, pas la capacité de dealer avec... Tu peux critiquer, tu peux tout dire sur moi, tu peux me mettre placardé sur Reddit. Tu dis un commentaire sur mon enfant, juste quand je vais dire son nom, je vais avoir des commentaires, mettons, là. Je vais virer noire. Je vais virer folle raide. Puis je veux pas m'amener ce poison-là dans ma vie. Fait que vu que je veux limiter j'appelle ça du poison, littéralement. Les gens peuvent être vraiment du poison, là. Mais je veux limiter ça. Je sais que je suis pas prête à m'exposer à ça. Mais je prends la décision réfléchie selon mes propres réflexions que ça va être ça. Mais d'autres parents, eux, s'ils sont capables, puis que eux, ça leur passe du vivre à la tête, puis que si on critique leur vie de famille, puis leurs enfants, puis tu sais, ils n'ont pas de problème avec ça, puis ben go for it. Moi, ça me dérange pas. C'est votre vie à vous, là. Mais souvent, ça part du besoin de partager, tu sais. Oui, ils le trouvent donc cute, leur enfant. Ben oui. Dans le sens que... C'est comme la chose la plus précieuse puis merveilleuse, puis drôle. C'est la grande fierté, c'est tout. Mais moi, l'affaire que je vais dire aux parents, là, puis que je vais dire là, puis ça me dérange même pas que le monde me ramasse, là, on s'en fout de votre enfant. Je sais pas comment dire ça autrement, là, mais comme moi, pour vrai, là, quand je vois des pages Instagram de gens que c'est juste leur enfant, je suis comme, ça intéresse juste toi. Si ta page Instagram est juste pour toi, d'accord. Mais pour vrai, comme moi, mettons, là, quand mes amis m'envoient des vidéos de leurs enfants, là. Et moi, t'as-tu pensé combien j'ai de vidéos d'enfants? J'ose pas leur dire, là, mais je suis comme, hey, juste te dire, je m'en fous. Genre, c'est pas mon enfant. Mais c'est pas tout le monde qui s'en fout. Non, je sais. Par exemple. Non, c'est pas tout le monde qui s'en fout. Il y a un grand public pour ça. Mais moi, mettons, tu sais, mon enfant à moi, je vais le trouver full cute, puis je vais le trouver drôle, puis je vais le trouver ci, je vais le trouver ça. Mais les enfants des autres, là, j'ai un peu d'indifférence, là. Ça, je suis vraiment proche, là, dans le sens que quand c'est. Puis aussi la question, des fois, de connecter entre parents, là. Je pense qu'il y a un peu de ça qui devient comme intéressant pour les parents, là. Tu sais, nous autres aussi, on a fait telle activité. Puis là, il y a les vêtements. Tu sais, il y a comme beaucoup de choses. Non, mais moi, j'ai montré tout mettons, tu sais, c'est comme avec mon chum. Mon chum, on ne le voit pas sur les réseaux, mais on le sait que je suis allée en voyage avec lui. On les voit, ses lunchs. On le sait. Tu sais, si j'achète des affaires, je vais les montrer, mais je ne montre pas mon chum en train de manger son lunch ou en train d'essayer son linge. Tu comprends? Parce que ça, c'est ton intimité. Ben, parce que c'est mon intimité, puis si lui, ça ne tente pas. Puis là, moi, je dis toujours, ben moi, le consentement de mon enfant, je ne l'ai pas. C'est ça. Exactement. Je l'ai pas avant. Pour vrai, là, moi, je suis consentement éclairé d'un enfant pour ce genre de choses-là qui comprend, puis tout ça. Ouf, 15-16 ans, là. Un consentement éclairé. Comme moi, j'ai été avocate, là. Fait que consentement éclairé, c'est quelque chose, c'est gros, la gamme. Ben oui, il faut qu'ils comprennent intellectuellement tous les impacts de ça. Puis c'est l'engager aussi. Fait que, tu sais, si, mettons, moi, quelqu'un me dit, ben mon enfant a 6 ans, il me dit que c'était correct, que je peux le poster, il comprend pas, là, du tout. C'est qu'il comprend pas l'impact de ce que exactement. Il n'y a aucune idée de la portée, là. Tu peux pas lui demander son opinion à 6 ans, là. En tout cas, selon moi, là, il n'y aura pas de consentement éclairé. Fait que moi, c'est toutes ces décisions-là que je suis comme, puis ça l'impact, comme tu dis, les incrasses, ça a tout un gros monde. Oui, puis il y a cette question-là aussi, tu sais, les photos. Puis, tu sais, je veux dire, on prend tous des photos, des vidéos de notre enfant. Mais là, ce qu'on est en train de faire, c'est on les sort de leur monde, puis on leur fait prendre conscience de l'image qu'ils projettent, puis de ce qui a une valeur aux yeux des autres. Ah, il y a plein d'affaires. Ça, c'est tricky aussi, tu sais. Puis on veut tellement garder des souvenirs. Ben moi, je vais en prendre des photos quand même. C'est juste que ça va être pour mon junk journal. Ça va être pour mais tu sais, même ça aussi, sans égard aux réseaux sociaux, faut quand même y penser. Mais tu sais, comme moi, mettons, mes parents prenaient plein de photos de moi, mettons, quand j'étais jeune, là, mais dans toutes les poses, tu sais, comme dans le sens que c'était pas nécessairement quand je souris ou whatever. Je l'ai souvent reproché à ma mère. Ma mère prenait des photos de moi tout le temps. Comme, même quand j'étais avec la bouche pleine, tout ça, puis moi, j'étais genre, arrête de prendre des photos de moi n'importe comment, tu sais, puis tout ça. Mais elle m'a fait comprendre que finalement, tu sais, aujourd'hui, là, tu prends, mettons, dans un groupe d'amis, là, pour prendre des photos, là, ils vont me demander, tu veux-tu voir comment. Non. Je m'en fous, le post là, ça me dérange pas. Là, genre. Mais je pense que, comme tu dis, c'est beaucoup, beaucoup de réflexion à avoir. Fait que là, j'invite les gens
à lire ton livre. Je vais finir avec mes questions en rafale. Oui. Là, j'avais une question nouvelle que je pose parce que, dans le fond, Constance, qui est mon application mobile, on a lancé notre application, elle est vraiment comme été relancée. Puis, elle vient tout juste. Donc, si vous allez voir les gens, c'est constanceapp.com. Donc, ma question, c'est quoi ton geste le plus constant versus le geste que tu n'as pas de constance et où tu aimerais avoir de la constance? Dans mes habitudes de vie, mettons. D'habitude de vie ou avec... Dans ma parentalité? Ça peut être ça aussi. Ça peut être le choix que tu veux. Je t'impose pas de... Pour les questions, Raphaël, ça n'a pas de lien avec le sujet nécessairement. Tu peux choisir. OK. Bien, on va y aller dans ma parentalité. Parfait. Parce que ça va être utile. Ça a plus rapport. Je pense que la constance, c'est mon écoute, mettons. OK. Ma sensibilité. Puis le fait que, justement, je suis très patiente avec mon enfant. Puis ce que je voudrais améliorer, c'est d'être un peu plus ferme. OK. Mettre des limites un peu plus rapidement. OK. Parce que moi, puis ça, c'est très intime, là, mais tu sais, parce que moi, je suis une grande sensible. Mon enfant, c'est un grand sensible aussi. Fait que, tu sais, moi, je suis beaucoup dans l'empathie, puis dans je comprends, puis blablabla. Mais des fois, il faut que ça soit fini. Ça ramène la direction. Là, mettre les limites, là. Oui, bien, on en parle ensemble, justement. Ça. Parce qu'elle aussi, c'est une grande sensible avec une cocotte sensible. Puis c'est ça qui est tough. Moi, je trouve que c'est ça qui est le plus tough dans la parentalité, là. Tu sais, mettons, le matin, t'es pressé, puis il faut que s'en aille à la garderie. Puis il est comme, mais pourquoi? Moi, c'est ça. J'ai le goût de rester ici, j'ai le goût de jouer. Puis là, ça fait genre 25 minutes que je suis réveillée, puis ça me fait chier on leur impose nos choix. Parce qu'au final, c'est nos choix. Puis moi, c'est ça que je me dis. Je me dis, mais il y a bien raison. Ben oui. Fait que, tu sais, j'aurais plus tendance à comprendre. Puis, mais à un moment donné, il faut que la limite, elle soit là, il faut que ce soit clair, parce que sinon, c'est des négociations constantes. Fait que là, mais il faut partir ce matin, puis ça va être le fun, puis ça va être une belle journée, puis. Mais tu sais, mon réflexe, ça serait de dire, je comprends. Je comprends que ça te tente plus de jouer, puis de regarder des livres ici. Tu sais, il me le disait à 2 ans, là, je peux regarder des livres avec toi. Mais en plus, ça te brise le cœur. Mais c'est ça l'affaire. Tu dis, je le comprends, puis tu sais, je veux dire, moi aussi, j'ai envie de lire un livre. Oui. Fait que, tu sais, moi, ça, c'est ça comme mon défi. OK. Mettons. OK. C'est un beau défi. C'est le défi de plusieurs parents. Après ça, ta suggestion lecture. Cultiver l'émerveillement de Catherine Lécuyer. C'est un livre que j'ai beaucoup aimé puis qui résume bien, moi, ma philosophie par rapport à l'enfance. OK. Tu sais, d'être en contact avec le moment présent, puis que les enfants, ça se passe lentement, puis que ça se passe justement dans le présent, puis tu sais, de pas toujours être dans l'anticipation on va faire ça parce qu'après, il faut aller là, puis tu sais, tu marches sur le trottoir avec un enfant, là, toi, tu penses à ton point B. Lui, il pense à ce qu'il voit, à ce qu'il sent, aux fleurs. Ouais. Fait que, tu sais, c'est un travail constant. Puis on n'a pas toujours le temps, mais tu sais, moi, j'essaie le plus possible d'être connectée à ce qui se passe, puis à son monde pour ralentir, mais c'est vrai que c'est long, puis c'est vrai que c'est dur, puis c'est quand même un bon défi, je trouve, de la parentalité. Puis dans son livre, elle parle justement de cette capacité d'émerveillement-là des enfants, puis de l'encourager, de l'accueillir, puis justement d'être ouvert à ces occasions-là. J'aime vraiment ça. Ta suggestion podcast? Pour l'enfance, j'aime beaucoup La nature de l'enfance d'Anne-Marie Cazot, qui justement est dans cette philosophie-là, puis qu'elle interviewe plein de professionnels, puis de gens qui réfléchissent à la nature de l'enfance. Très cool. Ton meilleur conseil bien-être? Je pense que ça serait d'avoir du plaisir. Ah, c'est vraiment bon. J'aime vraiment ça. On est dans ça. Si tu as du plaisir, tu vas le faire de façon constante. Si tu ne poses pas de questions, c'est le fun. C'est la même chose pour le travail, pour l'activité physique, pour l'interaction par enfant. Ça peut juste pas être plus vrai, tu sais. Puis ça aussi, c'est un autre défi parce que des fois, on est fatigué ou on a mal dormi ou ça va lentement ou ça nous tente pas. Mais d'essayer d'aller chercher, tu sais, de se connecter un peu à ce qui peut être le fun. Puis tu sais, tantôt, quand je disais, ce qui est le fun pour nous dans l'interaction aussi, si on a le goût de dire des jokes, si on a le goût d'inventer des scénarios, puis que pour nous, c'est plus le fun que d'expliquer, mettons, bien, on y va, tu sais. Fait que le but, c'est vraiment de créer des espaces de plaisir dans l'interaction puis dans la communication, d'abord et avant tout. J'adore. Un devoir pour les parents qui nous écoutent suite à l'épisode? Mais je pense que ce serait une combinaison de ces affaires-là. Tu sais, d'essayer d'être... ralentir, d'être dans le plaisir, dans le moment présent. Puis tu sais, c'est super
ça peut être super cliché, puis c'est des affaires qu'on entend puis qu'on sait pas tout le temps ce que ça veut dire, mais c'est de se ramener. Tu sais, quand nous, on est dans une tâche, puis que là, notre enfant, il nous montre quelque chose, puis qu'on l'entend même pas, tu sais, parce qu'on pense à notre tâche, ben de réaliser que c'est donc bien merveilleux. Que lui, il a vu une feuille qui trouvait que ça ressemblait à un bonhomme. Puis que moi, j'étais comme, oui, mais il faut se dépêcher parce qu'il faut aller à cette place-là. Puis, tu sais, comme nous, hier, on s'est ramassés dans un stationnement pendant 15 minutes à regarder les nuages parce que ça ressemblait à des animaux. Mais tu sais, sur le coup, tu sais, c'est beau d'une même, là, puis c'est poétique, là, mais sur le coup, moi, je voulais rentrer chez nous, puis c'était le soir, puis aller prendre le bain, puis blablabli. Mais finalement, c'est donc bien merveilleux. Un enfant qui regarde le ciel puis qui trouve des animaux dans le ciel. Fait que, tu sais, d'essayer de se ramener le plus possible. Ça sera pas parfait, puis ça sera pas tout le temps, puis ça sera pas... Mais une fois de temps en temps, puis quelques fois par jour, tu sais, d'essayer de penser à ça. Puis pour nous, comme adultes, ben c'est la meilleure façon, je pense, de vivre notre vie aussi que d'être connecté à ce qui se passe en ce moment. On l'oublie trop souvent. Où c'est qu'on peut te trouver sur les internets? Ben ma grosse plateforme d'activité, là, c'est vraiment Instagram. Là. Tu sais, Facebook, je néglige. Je sais que je devrais pas. Donc, c'est TikTok aussi. Julie.orthophoniste sur Instagram. Parfait. Merci beaucoup. Ben, merci à toi, Isabelle. C'était le fun. Oui. Bye tout le monde. Bye bye.